Paris, plaque tournante de l'espionnage et des espions qui aiment le luxe. Alors le Péninsula, parce que ce serait également le Qatar, expliquez-nous. Alors il y a le luxe, mais il y a également la discrétion. Ça va un petit peu de pair. Le Péninsula, en fait, c'était jadis l'hôtel Majestic. C'est aussi le lieu où, entre 1968 et 1973, s'est négocié quoi? La fin de la guerre du Vietnam. Donc vous voyez, il y a une vieille histoire de l'avenue Kléber et de ce bâtiment très vaste, très grand, très cossu, dans un lieu qui est facile à sécuriser, si vous voulez, et où des gens qui peuvent être des antagonistes politiques très radicaux, eh bien vont pouvoir se rencontrer, s'approcher, commencer à négocier de façon très très discrète. Mais ça, c'est le travail, je dirais, des délégations soit des délégations diplomatiques, soit des Sherpas qui viennent un petit peu préparer les choses en amont. Bien sûr, vous avez aussi des espions dans les petits hôtels miteux que personne ne remarque. D'ailleurs, dans votre livre, on sait qu'il y a des lieux comme ça assez mythiques de renseignement. Vous pouvez nous en raconter? Par exemple, on évoquait l'hôtel Crillon. L'hôtel Crillon, il a connu d'abord, d'un point de vue diplomatique, des moments extraordinaires, puisque c'est là qu'a été signé le document constitutif de la Société des Nations en 1919, c'est-à-dire l'ancêtre de l'ONU. C'est signé par Georges Clemenceau, c'est signé par le président Wilson. Et puis, il va avoir des clients illustres, mais certains inattendus. Fidel Castro, par exemple, est descendu au Crillon. Plus étonnant encore, le terroriste Carlos Ilis Ramirez Sanchez, il adorait donner ses rendez-vous au bar du Crillon, tout simplement parce que juste à côté, il suffit de traverser la rue, il y avait l'ambassade américaine et c'était un pied de nez, n'est-ce pas, aux autorités américaines et à la CIA. Vous voyez, donc ces palaces, il faut bien voir que bien sûr, il y a les chambres très luxueuses qui coûtent très cher, mais tous les espions n'ont pas le budget pour cela. Non, mais parfois, est-ce que c'est nous qui finançons? Pardon de vous. Ils sont bassement pragmatiques, je le suis aussi. Mais quand je vois, par exemple, le général Jean-François Ferlet, patron du renseignement militaire de 2017 à 2021, qui explique, parfois certains venaient me voir en me disant, tiens, on ne ferait pas une petite réunion autour de Noël, et il savait très bien que c'est parce qu'il voulait passer du bon temps. En gros, c'était de l'espionnage à nos frais, des espions touristes. Oui, non, mais des Français. Il y a même ce qu'on appelle, vous savez, les escrocs au renseignement, des gens qui se donnent de l'importance et qui cherchent à négocier des informations qui en fait n'ont pas une grande valeur. Donc cette prudence, elle est de mise. Après, vous savez, ça peut paraître paradoxal, mais vous pouvez très bien avoir des contacts avec des personnalités importantes dans un palace sans que ça coûte grand-chose. Si vous allez au bar, si vous allez au spa, vous voyez, ce sont des lieux qui sont ouverts, ces palaces. C'est ça qu'il faut voir. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez. Et là, il parle de quelques jours, de séjours bien à sûr, Paris. Bien sûr, ça c'est des séjours. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être une façon de traiter des individus, mais c'est pas forcément le plus rentable, c'est pas forcément le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est lorsque au bar où deux personnes qui viennent de deux continents différents vont se croiser, vont échanger un document ou quelques mots, et ça peut être capital. Donc la diplomatie des hôtels. Alors pardon, la diplomatie des bateaux-mouches, ça, moi j'en suis tombée de ma chaise et ils aiment bien faire leur petit tour en bateau-mouche. Les responsables du renseignement? Oui, bon là je pense que c'est plus... Je le fais en souriant, bien sûr. C'est plus folklorique. Je crois que ce qui est surtout important en l'occurrence, c'est le repas qui est servi à bord du bateau-mouche, parce que ça a l'air idiot, mais c'est anthropologique. Vous savez, quand on vous fait un cadeau, quand on vous offre un objet, quand on vous invite à déjeuner ou à dîner, surtout si c'est une bonne table, eh bien ça crée un lien et ça adoucit. Talleyrand avait repéré ça il y a bien longtemps. Allez-y, je vous en prie, rentrez dans la danse. Alors, moi je rejoins sur les hôtels. Enfin, en tout cas, je connais un certain nombre d'agents de renseignement américains qui aiment beaucoup les bars d'hôtel des palaces à Paris pour se donner rendez-vous, mais pas forcément pour dormir. C'est des endroits où la discrétion prime. C'est quand même quelque chose de très important dans ces hôtels et où on peut effectivement fondre dans les masses. Pour les bateaux-mouches, c'est aussi, vous fondez dans les masses. En dehors d'un bon repas et cet échange, vous fondez un peu dans les masses, des touristes et autres. Personne va aller vous chercher nécessairement sur un bateau-mouche. Et en plus, c'est plutôt quelque chose, on va dire, touristique. Donc, on n'attend pas à des grandes échanges diplomatiques sur un bateau-mouche, justement. Donc, ça fait une bonne couverture. Moi, ça ne m'étonne pas. Mais les hôtels de luxe, c'est connu depuis très longtemps. Même le George V, je connais un certain nombre d'Américains, en tout cas, qui aimaient bien pour échanger avec d'autres pays au petit déjeuner ou au bar du Georges V. Bateau-mouche, moi, si j'étais espion, pardonnez-moi, mais il me semble qu'on est isolé sur un endroit où on peut pas à moins de se jeter dans la Seine,
c'est un endroit où moi, j'aimerais pas aller me retrouver si j'étais un espion sous couverture. Dans l'enquête de l'Express, il s'agit vraiment de délégations qui sont invitées. Donc l'aspect piège est moins présent. Ma paranoïa naturelle. Mais vous avez tout à fait raison. Il vaut beaucoup mieux se donner rendez-vous. Alors, une des raisons, un des attraits de Paris, c'est le grand nombre de musées, de grands magasins, les grands cimetières aussi. Ça peut paraître bizarre. Les cimetières. Alors, oui, dans un cimetière, il y a plein d'entrées. Vous allez au Père-Lachaise, il y a plein d'endroits. Si deux personnes s'inclinent devant une tombe, qui va aller écouter ce qu'elle se raconte? Et ça peut être un lieu de rendez-vous. En plus, c'est très discret. Il suffit de donner le numéro de la section, de l'allée. C'est très discret. Vous repartez par deux entrées très différentes. Accessoirement, c'est pas très très loin de la porte des Lilas où se trouvent, je crois, quelques installations intéressantes. Bref, les cimetières aussi, mais les musées, les grands musées. Vous n'avez pas que des amateurs d'art ou d'archéologie dans les musées. Le métro, c'était vrai, mais vous avez pu constater les progrès de la vidéosurveillance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu, quand même, si vous avez peur d'être suivi, il vaut mieux marcher à pied ou utiliser d'autres moyens de transport que le métro. Le métro, c'est très bien pour couper la filature, ça s'appelle même le coup du métro. C'est-à-dire que vous entrez dans la rame de métro, et vous en sortez à l'instant même où les portes se referment. Comme ça, si jamais quelqu'un vous suit, cette personne est prisonnière de la rame. Mais évidemment, du coup, vous dévoilez que vous avez été formé à la contre-filature. Donc là aussi, c'est pas génial. On en vient quand même à ces moments régulièrement dans une émission où je me dis, je suis en train vraiment d'avoir cette conversation. Et ça prête parfois à sourire, mais c'est très sérieux parce que vous le savez, c'est très concernant aujourd'hui. On va en venir à ce qui se passe avec les Russes vis-à-vis de l'Ukraine, etc. Et les conséquences, pour nous, elles sont très concrètes. Mais bon, on poursuit, Jean-Claude Beaujour, sur ce qu'on apprend, nous, en tout cas, moi, pardonnez-moi, de cette vie des espions à Paris. Alors, il y a la vie des espions, mais il y a tout simplement, parce que finalement, les espions, c'est aussi, il y a une partie diplomatie, parce que les espions servent la politique d'un pays. Vous savez, on parlait tout à l'heure de la diplomatie de la gastronomie, ou l'espionnage de la gastronomie. C'est vieux comme le monde. Tel roi de France disait à son ambassadeur en Chine: je vous donne un budget illimité pour que vous invitiez tout ce que la Chine compte et pour avoir les oreilles toutes grandes ouvertes pour pouvoir entendre. Mais vous souriez, c'est un budget considérable et ça marche, quels que soient les pays, quelles que soient les civilisations, depuis la nuit des temps. La nourriture, c'est l'élément le plus communément partagé. Ensuite, alors on a parlé des grands hôtels. Plus utile avec les enfants en bas âge aussi. On a parlé des grands hôtels, mais là, il faut aussi savoir que parfois, entre guillemets, les hôtels les plus simples peuvent être des lieux de rencontre. Parce que les grands hôtels, malgré tout, même s'il y a la discrétion, on a bien dit à l'instant que c'est l'occasion de rencontres de délégations. Donc, on est plus connu, on sait qu'on peut être repéré, on sait qu'on peut être rencontré, on sait qu'on peut y être vu. Mais en revanche, telle étoile j'ai envie de dire, un 2 étoiles perdu en banlieue est un lieu magnifique pour pouvoir opérer une rencontre sensible. Donc, vous voyez, les deux versions sont complètement possibles dans ce type de démarche. Dominique Moïti. Oui, il y a l'histoire récente, les négociations de Dayton sur l'ex-Yougoslavie. Le représentant de la France était un peu marginalisé par le représentant américain, brillantissime, Richard Holbrooke. Oui. Et sa seule arme a été de faire venir un cognac exceptionnel. Et la France a retrouvé une position dans les négociations. Donc je crois que c'est tout à fait classique. Début des années 90, je me souviens de petits déjeuners à l'hôtel Crillon avec le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. On était dans ce qui précédait les négociations d'Oslo. Et sur la place de la Concorde, le prince de Bénévent, Talleyrand, recevait dans son hôtel de la rue Saint-Florentin le tsar Alexandre Ier, parce que le tsar payait richement Talleyrand, qui était son espion, et Talleyrand lui offrait l'hospitalité. C'est après la première chute de Napoléon. Et donc, en fait, quelque part, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le luxe, les espions aiment le luxe. Allez-y. Minuscule question, ça n'a rien à voir avec la bouffe ou le vin ou le champagne ou le cognac. Pendant la guerre froide, la ville, l'endroit où les espions se réunissaient, c'était Istanbul. Et Vienne aussi. Et Vienne. Est-ce que Paris a remplacé Istanbul comme nœud, comme hub pour les espions? Alors, Istanbul et Vienne,
demeurent aujourd'hui des villes importantes en matière d'espionnage par leur position. Bon, Istanbul n'est pas une capitale, mais c'est une ville portuaire avec vraiment beaucoup de mouvements. Bon, à Vienne, vous avez aussi eu quelques échanges d'espions sur le tarmac de l'aéroport récemment. Donc ça, c'est important. Donc Paris n'est pas la seule grande ville de l'espionnage, mais avec Vienne, Istanbul, New York et Londres, fait partie vraiment du top 5. Alors j'ouvre, c'est une autre ambiance, hein, mais une autre parenthèse. Le sexpionnage. Ah, pareil, moi je découvre, je suis vraiment dans ma naïveté. Moi je ne savais pas qu'on emmenait potentiellement des agents du renseignement dans des lieux sonorisés pour essayer d'avoir des dossiers. Si je devais résumer, c'est un peu l'affaire. Il y avait une section dont c'était même la spécialité. Comme Thomas Bison. Tout ça serait révolu ? Alors, il y avait autrefois, effectivement, ce qu'on appelait le nom de code, c'était la base Bison. Je vous laisse rajouter le A pour donner le nom non officiel, qui traitait un certain nombre de personnalités politiques ou diplomatiques qui venaient d'Afrique, d'Orient, et qui les orientait vers Madame Claude ou d'autres intermédiaires et qui leur fournissaient des soirées arrosées, des filles, etc., etc. Bon, mais ça également, c'est vraiment vieux comme le monde. Et puis, c'est vraiment l'imprudence majeure que peut commettre un homme d'affaires, un homme politique, un diplomate quand il va à l'étranger. Les Russes le savent depuis très très longtemps. Vous savez que les Russes avaient surnommé les trop jolies femmes servant leur pays les hirondelles, et surtout ils avaient mis au point ce qu'on appelait les nids d'hirondelles, qui n'ont rien à voir avec le potage chinois. Un nid d'hirondelles, c'est une chambre qui est garnie d'appareils photo, de caméras, etc. On a un ambassadeur de France, Maurice Dejean, qui s'est fait piéger comme cela, et De Gaulle lui avait dit: alors Dejean, on couche. Donc c'est idiot, c'est incroyable que ça marche encore, mais ça marche encore, évidemment. Alors, autre question sérieuse, peut-être beaucoup plus sérieuse tout de même, l'espionnage en très haut lieu. L'Élysée espionné, de grandes institutions infiltrées, ça a été le cas, prouvé, ça l'est encore aujourd'hui ? Oui, d'autant que nous avons maintenant, outre l'espionnage, le renseignement humain, il y a également tout l'espionnage technologique. Et il ne vous a pas échappé que sur le toit de certaines ambassades ou de certains bâtiments couverts par l'extraterritorialité, vous avez des excroissances un petit peu qu'on suppose remplies de toutes sortes de capteurs. Paris est une belle ville, mais c'est pas une ville immense. Donc si vous vous installez dans un lieu voisin de l'Élysée, de Matignon ou d'un centre de pouvoir quelconque, vous pouvez capter toutes sortes de choses. Bien sûr, même le sexpionnage se fait de plus en plus par écran interposé. Vous avez des gens qui vont se dévoiler un peu stupidement, là aussi, devant un écran, en pensant avoir affaire à une créature de rêve, et en fait, c'est un officier de renseignement adverse qui ensuite va obtenir des photos ou des confidences monnayables. Voilà. Et récemment, il y a un membre de la Chambre des communes au Royaume-Uni qui a dû démissionner à cause de ça. Donc malheureusement, ce sont des leviers qui fonctionnent toujours. Oui, tout à fait. Dominique Moisy. Non, au Forum économique mondial de Davos, quand la Russie était l'invité d'honneur, il y avait un nombre d'escort girls qui accompagnaient la délégation russe, qui était... D'escort boy. Aussi. Oui, ça me frappait moi, qui était tout à fait considérable. Plus sérieusement, entre la guerre des 12 jours, entre l'Iran et Israël, on a beaucoup dit que les Israéliens avaient leur entrée au plus haut niveau de l'État iranien et que ça avait beaucoup facilité l'efficacité de leur action. Elisabeth. Je rajouterais, dans cet sexpionnage, on a aussi les Iraniens qui ont essayé de piéger des soldats israéliens sur des profils en ligne. La technologie aujourd'hui permet d'essayer de piéger, on peut créer des personnages, et du coup, pour les plus faibles, ou les maillons faibles, que ça soit en haut de lieu ou même plus bas, mais qui ont accès à des informations, ça peut être très facile d'avoir des informations. Et encore une fois, ça peut avoir des conséquences qui sont extrêmement sérieuses. C'est pour ça, c'est pas que le petit bout de la lorgnette. Et je voudrais vous soumettre cette phrase dans ce dossier de l'Express. La Russie voyait la France comme un ventre mou. C'est ce que dit Alain Chouet, qui était ancien responsable du contre-espionnage de la DGSE. Et l'Express nous explique qu'en fait, à partir du moment où le général de Gaulle a décidé de nous faire sortir du commandement de l'OTAN, Paris est devenue encore plus intéressante pour les services secrets. Washington n'avait plus les mêmes accès, et donc la Russie voyait la France comme un ventre mou.
Expliquez-nous. Disons qu'il y a eu toute une période où, d'abord, on était à l'époque de l'URSS. Donc il y avait beaucoup de Français qui s'intéressaient au communisme, voire qui pensaient bâtir un État communiste en France. Et puis vous aviez des gens qui n'étaient pas du tout communistes, qui n'étaient pas du tout de gauche, mais qui, gaullistes de gauche, neutralistes, chrétiens pacifistes, trouvaient qu'il fallait une voie intermédiaire entre le camp américain et le camp soviétique. Et ça a pu donner des gens comme Georges Pack, par exemple. Georges Pack, il travaillait au sein de l'OTAN, dans les locaux de l'OTAN. Et ça a été une taupe des soviétiques pendant des décennies. Donc bien sûr, Paris intéressait les soviétiques d'abord parce qu'il y avait le prestige de la ville. Et être nommé à Paris, c'était très très bien dans une carrière au KGB. Mais c'était aussi l'occasion de toucher des gens qui n'étaient pas forcément ceux que le contre-espionnage français observait. Parce que pendant qu'on observait des militants très rouges, mais qui n'avaient pas forcément de contact avec le KGB, eh bien vous pouviez avoir des gens qui avaient une apparence tout à fait bourgeoise, un discours relativement droitier, mais qui échangeaient beaucoup d'informations avec le KGB. Et Paris, priorité pour les espions, à quel point ça peut se retourner contre nous? C'est-à-dire, alors dans l'article, vous verrez de l'Express, il y a le niveau d'agressivité dans la capitale, pas mal d'assassinats ciblés entre services de renseignement, etc. Mais plus récemment, donc Russie-Ukraine. Et là, c'est un autre volet qui s'ouvre. Le côté imprévisible de la diplomatie de Macron, mais aussi la troisième voie qu'il tente d'incarner face à Moscou et Washington, font de Paris une priorité de tous les espions, encore plus qu'avant. C'est ce que dit Jérôme Poirot, ex-adjoint du coordonnateur du renseignement à l'Élysée. Priorité pour les espions, priorité pour la Russie. Ça nous met un peu dans l'œil du cyclone, par ailleurs, notamment. Oui, et ça mal. C'est plutôt bien finalement que Paris ne soit pas marginalisé dans un monde où de plus en plus la Russie, les États-Unis, la Chine donnent de la voix et où on dit que les Européens sont hors jeu. Finalement, qu'il se passe des choses à Paris, qu'il y ait des rencontres également, c'est intéressant quand même. Après, bien sûr, la question, par exemple, l'Express soulève le problème des services secrets chinois qui vont carrément intimider les réfugiés, les opposants sur le terrain parisien. Ça, c'est inacceptable. Et la France a réagi d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a quand même un contre-espionnage qui est actif, qui est efficace. Donc certaines menées, si elles se retrouvent dans la presse, c'est qu'elles ont été repérées et éventuellement combattues. Donc ce n'est pas mauvais que Paris soit un terrain de jeu, comme vous l'avez si bien dit. C'est vraiment le terme qui s'emploie dans le métier, un terrain de jeu pour les services, à condition qu'ils n'y fassent pas n'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est que souvent ces rencontres qui ont lieu dans des palaces, dans des enceintes diplomatiques, etc., elles sont quand même préparées, pilotées par les services français. Et là, ça leur donne effectivement un avantage et finalement un moyen d'action intéressant. Jean-Claude Beaujour. Au début de l'émission, vous avez dit guerre hybride. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, on parle d'espionnage. Moi, je pense que la leçon qu'on doit tirer de tout cela, à partir de votre ouvrage, professeur, c'est qu'au fond, l'espionnage répond probablement, est une méthode qui correspond à un monde organisé sur la guerre, avec des conflits. Et parce qu'on est sur des guerres hybrides, cette notion d'espionnage peut être transférée à des personnalités publiques ou privées qui ont des informations, qui sont des journalistes, des intellectuels. Et donc, ça veut dire pour nous occidentaux, la manière d'anticiper, c'est de se dire désormais que toute personnalité qui est détentrice d'informations ou qui est un ou une leader d'opinion doit être alerté sur la possibilité d'être espionné en France ou lorsque nous sommes à l'étranger. Il y a un minimum de mesures à prendre. C'est ce que je retiendrai de votre ouvrage. J'ai encore une question bonus pour vous, Bruno Fellini. Quel est le nombre, c'est beaucoup trop précis, mais l'ampleur de l'espionnage russe sur notre territoire aujourd'hui? On a parlé des expulsions ces dernières années, mais on a l'impression que c'est toujours un phénomène d'ampleur. Ça vous fait... Je vous vois sourire. Pourquoi ? Le renseignement est un univers très paradoxal, c'est-à-dire que quand vous expulsez des diplomates soupçonnés, éventuellement à juste titre, d'espionner sous couverture diplomatique, vous faites partir des gens que vous aviez quand même repérés. Et ils vont être remplacés par d'autres que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que souvent, même si c'est paradoxal, quand un service de contre-espionnage repère un espion, il ne l'arrête pas tout de suite. Il le laisse opérer un certain temps pour bien repérer tous ses contacts, et éventuellement même pour l'utiliser, pour envoyer de fausses informations. Donc ces expulsions d'espions, elles ont eu évidemment un sens politique, mais elles peuvent avoir des effets un petit peu pervers. Et on a vu récemment, finalement, des gens qui
appartenaient plus au monde de la petite délinquance, actionnés par des services étrangers, parce qu'ils n'avaient sans doute pas la main-d'œuvre formée sur le territoire.